continuer. Donc, on va continuer notre petite visite des professions classiques du droit sous l'angle du numérique avec Laurent Gamet, le doyen Laurent Gamet, qui va nous parler des avocats et donc du numérique. Alors, les avocats, ne sont-ils pas techno, Laurent? Alors, ce n'est pas la question que je vais traiter. Je pense qu'il y a de tout. Enfin, je vais prendre le bâton de parole. Merci. Je voulais simplement focaliser l'attention sur l'utilisation par les avocats des réseaux sociaux et les problèmes que cela peut poser. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, bien évidemment, on parle d'Instagram, Facebook, mais surtout LinkedIn et Twitter, encore que c'est sans doute plus Twitter qui peut poser les problèmes que je vais évoquer ensuite. Alors, pourquoi utiliser les réseaux sociaux du côté des avocats? Première raison, c'est pour se faire une publicité. Il faut reconnaître quand même que les choses sont aujourd'hui extraordinaires. On peut toucher une communauté très, très large et en plus bien ciblée pour faire connaître ses talents. Et sur la question de la publicité, ça a été évoqué ce matin rapidement, mais les avocats ont la possibilité de faire de la publicité aujourd'hui assez clairement admise, alors bien sûr en respectant les principes essentiels de la profession, mais éventuellement en exagérant ses mérites parce que le principe de modestie n'existe pas dans les règles d'avocats et on voit parfois certains qui, sans quoi, auraient été particulièrement condamnés. Bon. Mais les avocats utilisent aussi les réseaux sociaux pour donner leur avis. Alors parfois des avis insignifiants, pour dire qu'ils aiment les chats, comme d'autres, ou bien pour, cette fois-ci, émettre plus des unpopular opinions ou d'être un peu plus vindicatif et un peu plus sec, à la fois dans le monde des idées, mais aussi en stigmatisant certaines personnes. Et c'est là que ça peut poser bien évidemment problème parce qu'il y a bien sûr la liberté de communication qui est garantie par les textes internationaux, nationaux, ça ne fait pas de difficulté, mais il y a à la fois la loi de 1881 et les principes déontologiques. La loi de 1881 qui punit bien sûr l'injure et la diffamation, et les avocats comme les autres sont passibles de ces règles et des sanctions encourues, mais également les règles déontologiques, parce qu'il est dit très clairement dans les règles déontologiques que l'avocat participant à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession, outre bien sûr la loi. Alors, principe essentiel de la profession, c'est le principe de délicatesse, notamment le principe de confraternité, la non-violation du secret professionnel puni par ailleurs. Et on voit que certains avocats se laissent parfois un peu emporter par les passions et parfois avec des comportements un peu égotiques comme ceux que je décrivais ce matin et qui peuvent donner lieu effectivement à des débordements. Alors les débordements, ils sont traités comme une faute déontologique qui expose l'avocat à des sanctions. Et je dois vous dire que j'ai été la triste victime d'un avocat qui avait dit sur les réseaux sociaux, à la suite d'un commentaire que j'avais publié, que j'étais petit et mesquin. Eh bien, j'ai considéré que de me traiter de petit et mesquin, outre le fait que ça aurait mérité, je pense, un renvoi devant la cour d'assises, mais plus sérieusement, il s'agissait d'une diffamation privée qui exposait le contrevenant, évidemment, de 38 €. Mais j'ai saisi l'ordre de façon à ce qu'il soit sanctionné. En plus, il relevait d'un barreau extérieur et il a été sanctionné. Il a été sanctionné d'un blâme, considérant que son propos à mon égard était non seulement discourtois, mais en plus manquait au principe de confraternité. Alors, la question semble prendre d'autant plus d'importance que le barreau de Paris a créé une commission médias et réseaux sociaux. Alors, à la fois médias pour essayer de maîtriser un peu les confrères qui vont sur les chaînes de télévision pour avoir un avis sur tout, et notamment les affaires dont ils ne connaissent rien en violant les secrets professionnels à gogo. Bon, il y a quelques exemples, notamment l'affaire Daval a été symptomatique de cette question, ou bien des avocats qui, sur les réseaux sociaux, s'oublient, si je puis dire, et disent du mal de tout le monde et invectives. Et la commission médias et réseaux sociaux est très fréquemment saisie aujourd'hui contre des comportements passibles de sanctions disciplinaires de la part des avocats. Et donc, on voit que, là encore, l'ordre essaie de faire sa propre police à l'endroit d'avocats qui feraient bien non seulement d'apprivoiser l'outil, mais également, de façon plus classique, de maîtriser leur passion. J'en ai terminé, Monsieur le Président. J'espère que vous n'applaudissez pas l'avocat qui m'a diffamé.
Alors après, il a ajouté en disant qu'il ne disait plus de mal des confrères sur les réseaux sociaux parce qu'il avait été attaqué par un avocat insignifiant. Petit et insignifiant. Petit miskin, mais en plus insignifiant. Alors, merci. Je vois que ça fait déjà réagir. Ça ne manquera pas de faire réagir tout ce que tu as dit. Effectivement, c'est très relié aux autres questions, aux autres sujets qui ont déjà été évoqués. Et puis surtout, tu as fait encore plus court que Soraya. Donc, il y a vraiment une tendance très nette. Hein. Donc, je vais maintenant passer la personne à laquelle je vais maintenant passer la parole. J'imagine faire 3 minutes. En tout cas, c'est la pente logique des choses. Donc, nous allons écouter Moustapha Mekki, qui va nous parler des notaires. Ce sera 2 minutes. Il m'est impossible de parler en 3 minutes des notaires, du numérique et de la déontologie. Maintenant, il est vrai, et ça a été dit tout à l'heure par Vincent, c'est que les notaires, c'est une profession qui a la particularité d'avoir beaucoup investi, dans tous les sens du terme, dans les nouvelles technologies. En comprenant une chose que beaucoup ont comprise aujourd'hui, c'est que pour pouvoir se rendre indispensable et pour pouvoir répondre à une demande et à des besoins, il faut maîtriser les outils numériques. Et cette maîtrise des outils numériques inscrit dans la durée les professions. Et d'ailleurs, les notaires ne sont pas les seuls. Hein. Les greffiers des tribunaux de commerce investissent beaucoup dans les outils numériques, justement parce qu'ils savent que c'est ce qui va pérenniser leur profession au-delà des services qu'ils peuvent rendre. Alors, les notaires sont très préoccupés par ces outils numériques parce qu'ils assurent en principe un service public de la sécurité juridique. Et ce service public de la sécurité juridique passe aujourd'hui par des outils, par des technologies. Et le but, c'est que cette sécurité juridique ne soit pas compromise ou menacée par la sécurité technique, puisqu'ils ont besoin de tiers pour leur fournir les moyens justement de réaliser pleinement la mission qui est leur de garantir cette sécurité juridique. Et ils sont amenés donc à travailler soit avec des logiciels qu'ils fabriquent en interne, et il y en a un certain nombre notamment qui ont été créés par le Conseil supérieur du notariat, soit ils sont amenés à faire appel à des personnes extérieures et qui proposent des logiciels très différents les uns des autres. Certaines permettent de mieux gérer l'étude, jusque-là pas trop de risques pour la sécurité, peut-on croire, mais en réalité, toutes les informations confidentielles qui relèvent du secret professionnel, justement, là, pourraient être menacées si une tierce personne venait s'immiscer dans des relations qui sont sécurisées dans un système interne et fonctionnant en vase clos, qui est celui des notaires, avec la DSN notamment. Il y a également toute une série de logiciels qui vont permettre de dématérialiser et d'accomplir des actes à distance. Ça a été évoqué par Vincent pour ce qui est du notariat québécois, mais il faut savoir que l'acte authentique électronique est devenu ensuite un acte authentique à distance, d'abord avec des clients à distance, mais en présence des notaires. Et aujourd'hui, on a eu pendant la période du Covid des actes à distance sans que le notaire soit physiquement présent à côté de son client. Et on peut aujourd'hui faire des procurations notariées sans que le client soit physiquement à côté de son notaire. Et la prochaine étape, ce sera l'acte authentique véritablement à distance et qui sera généralisé, qui ne sera pas uniquement réservé à cette période de la crise sanitaire. Et donc tout cela interroge sur le respect des règles déontologiques, sur la nécessité d'adapter les règles déontologiques. Et notamment, ce qu'on a pu voir, ce qu'a évoqué Soraya tout à l'heure, c'est que l'un des arguments également pour le développement des outils numériques, c'est la possibilité de se libérer de certaines commodités qui n'ont pas de valeur ajoutée et de venir se concentrer sur ce qui fait l'essence de la profession, et notamment de l'officier public émissaire, le notaire, et notamment le devoir de conseil. Donc, il y a aussi ce même discours qui consiste à dire que grâce au numérique, on va pouvoir se concentrer sur ce qui fait l'identité notariale. Et donc, toutes ces données-là, le caractère nécessaire, utile, voire indispensable de certains outils numériques, fait que les notaires prennent beaucoup de précautions, et notamment parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans les règles déontologiques, et peut-être que dans le code de déontologie qui est en cours de préparation, il y aura davantage d'informations sur ce point. Mais en attendant, c'est une charte qui existe depuis 2018, une charte de développement éthique des relations avec les legal tech, dans laquelle on exige des legal tech qui veulent être labellisés de respecter les règles déontologiques du notariat. On exige qu'ils garantissent une interopérabilité entre leurs logiciels. S'ils sont labellisés, c'est après un audit qui est réalisé par les services du Conseil supérieur du notariat. Et ensuite, la liste des entreprises labellisées
figurent sur le site du CSN. Donc, on essaie de prendre des précautions en attendant peut-être d'avoir des règles déontologiques beaucoup plus claires. Merci. Merci. Donc, tu confirmes que les notaires sont à la pointe Absolument. devant les avocats. Oui, ouais. C'était mon propos, mais je pense qu'il a été clair. Oui, oui. D'accord. Bravo pour le temps, on n'a pas respecté 3 minutes, mais c'était pas mal du tout quand même. Donc voilà, on a presque fini le tour et comme tu évoquais les legal tech à la fin, ça fait aussi une bonne transition pour la dernière intervention de Maya Katcheko, qui est professeure ici à l'UDEM et qui va nous parler des conseils financiers. C'est bon. Donc, je suis la dernière. Donc, je dois enthousiasmer un peu le... en fait, moi, je vous emmène vers un horizon complètement différent, vers les conseillers financiers qui ne sont pas des juristes. Je m'intéresse à cette catégorie-là de professionnels parce que je fais des recherches sur le marché financier, les intermédiaires du marché financier, et les conseillers sont au cœur de mes recherches. Pourquoi je m'intéresse aussi à eux? Parce qu'eux, ils donnent des conseils financiers, mais en même temps, je les considère comme des intermédiaires du droit parce qu'ils baignent dans le droit et doivent se conformer à plein de règlements. Donc, vraiment, ils utilisent le droit de façon continuelle et au quotidien. Puis, ils doivent aussi... c'est eux qui conseillent, finalement, et c'est eux qui expliquent les contrats à leurs clients. Ce groupe est énorme, donc aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une catégorie spécifique parce que les conseillers financiers peuvent conseiller des placements, ils peuvent conseiller des assurances de personnes, assurances dommages et autres produits. Mais aujourd'hui, j'ai décidé et ils sont tous soumis à des organismes de déontologie qui sont différents. Donc aujourd'hui, je me concentre seulement sur ceux qui sont soumis à la Chambre de la sécurité financière. Et donc, ce sont les conseillers, les représentants en épargne collectif, donc les REER, et aussi en assurance de personnes. C'est très intéressant parce que les gens, pendant la période de la COVID, ont eu peur. Donc, ils ont commencé à acheter davantage des REER. Donc, ils investissent dans ces produits. Et aussi, comme ils ont peur des maladies et de la mort, donc ils ont commencé à acheter des produits d'assurance vie et d'assurance maladie, etc. Donc, conseillers financiers déonto, donc ces conseillers-là sont soumis à la Chambre de la sécurité financière, c'est eux qui encadrent ces conseillers-là. Ils ont un syndic et un comité de discipline, un code de déontologie, un règlement de déontologie. Et la notion de la déontologie, donc ils ne peuvent pas voler les gens, ils ne peuvent pas partir avec leur argent, ils doivent agir avec honnêteté, ils ne doivent pas mentir, etc. Mais au-delà de ça, la notion de la déontologie est plus large chez cette catégorie de groupe. C'est qu'ils doivent aussi, c'est la notion de la conformité. Donc, ils doivent se conformer à beaucoup de lois, beaucoup de règlements. Et donc vraiment, ça fait partie de leur déontologie. Donc, c'est plus large encore que juste la question de déontologie. Parmi ces obligations-là, l'obligation d'informer, donc il faut vraiment expliquer bien au client, il faut choisir le bon produit pour lui, il faut s'assurer qu'il donne un consentement éclairé, donc il a bien compris, il faut protéger ses informations personnelles et il faut aussi le connaître bien, donc il y a beaucoup d'informations personnelles en sa possession. 3 minutes, donc c'est parfait. Donc, j'ai couvert déjà le groupe que j'analyse, la déontologie sous laquelle ils sont soumis. Et là, je pars vers la technologie. Donc, est-ce qu'ils sont techno ou pas techno? Donc, c'est ça que je vais me lancer là-dedans. Pour vérifier ça, pendant la période de COVID, je suis allée m'entretenir auprès de la Chambre de la sécurité financière et aussi j'ai fait des entretiens exploratoires, 6 avec des conseillers. Alors, pour la Chambre, eux,
en entrevue avec eux, ils me disent qu'en fait, ils n'ont pas des règles spécifiques de fonctionnement en temps de COVID. Ils ne peuvent pas leur imposer des règles ou leur imposer des plateformes spécifiques, mais ils ont des recommandations, comme un peu Vincent disait tantôt, sur leur site, des capsules, de l'aide, des recommandations, des avis, mais qui doivent se conformer comme s'ils étaient avec la personne en personne. Quand je suis allée vers... pour vérifier leur comportement dans la pratique, j'ai découvert que c'est tout un autre monde là-dedans. Donc, les gens sont vraiment perdus. Premièrement, comment gagner la confiance des clients via Internet? Donc, c'est un peu difficile. Il y a aussi de la discrimination basée sur l'âge, parce que, premièrement, les jeunes conseillers, eux, ils sont capables d'utiliser la technologie. Donc, c'est la question de compétences dont plusieurs ont parlé, mais aussi les plus vieux qui ont besoin, eux, de protection. Ils ne connaissent pas la technologie, or, ils doivent vraiment acheter et donner leur consentement via l'écran. Donc, plusieurs disent que nous, on va... En tout cas, il y a un qui m'a dit, moi, je prends la retraite parce que je ne fais plus partie, je ne peux pas compléter dans ce travail et je ne peux pas compléter dans cette condition-là mon travail. Et aussi, les jeunes me disaient, on va laisser tomber les clients qui sont plus vieux. Donc ici, il y a des risques parce que la protection du public, la protection des gens qui ont un peu plus besoin de protection vont être délaissés. Par la suite, il y a les questions d'identification du client. Alors, comment l'identifier? Comment s'assurer que c'est lui? Aussi, c'est difficile. Comment protéger ces informations personnelles alors que tout est sur cloud, sur le téléphone, on le laisse à droite et à gauche. Donc, oui, il y a des recommandations, par exemple, de mettez un mot de passe, mettez ci, mettez ça, mais en même temps, c'est difficile, c'est des défis importants. Pour la signature aussi électronique, c'est compliqué parce que chaque organisme, chaque entreprise a ses propres façons de faire. Donc, il y a un qui m'expliquait, vous voyez, je dois ouvrir un document et par la suite, le client doit signer à un moment donné dans une place spécifique. Puis là, il me dit, baisse un peu, hausse un peu, donc il faut qu'il lise sur l'écran. Donc, c'est vraiment très complexe. C'est une procédure compliquée pour tout le monde. Et aussi, toute la question de la protection des informations personnelles sont aussi risquées. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'ils sont techno? Non, ils ne sont pas techno. Puis moi, maintenant, je dois aller vérifier, faire des sondages auprès de tous les membres de la Chambre pour comprendre davantage comment ils s'en sortent pendant cette période. Merci beaucoup. On va commencer la discussion. Alors, merci beaucoup pour vos observations. Hein. On voit qu'il y a des questions qui sont très transversales, y compris avec des professions très différentes, notamment cette question, alors techno ou pas techno. Alors, à titre illustratif, enfin, juste à titre de comparaison, moi, quand j'étais jeune, techno ou pas techno, ça ne voulait pas dire exactement la même chose. Ça se rapportait plutôt à la musique. Mais bon. Et notamment la question aussi de la discrimination à l'égard de l'âge. Hein, on voit que c'est effectivement une question qui se retrouve un peu partout. Quoique vous l'avez évoqué de son angle assez intéressant, on va y revenir après, je pense, à l'égard des clients aussi. Parce que la question se pose effectivement également sous cet angle. Alors, avant de poser des questions, je me rappelle que quelqu'un voulait tout de suite réagir. Alors, quelqu'un va réagir. Ce n'est pas vraiment une réaction, c'est que dans mon propos que j'avais préparé, il y avait deux parties. La deuxième, je ne l'ai pas faite pour tenir les 5 minutes. Donc, je voulais réagir sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi une thématique qui intéresse énormément la magistrature, en vous disant qu'on a identifié énormément de difficultés quant à l'usage des réseaux sociaux par les magistrats. Je crois qu'au Québec, c'est complètement interdit. Il y a certains pays qui interdisent totalement l'usage des réseaux sociaux. Ce n'est pas totalement interdit, mais c'est très contrôlé effectivement par les tribunaux. Alors en France, il y a l'idée que de toute façon, il faut faire un équilibre entre le fait que le magistrat est un homme comme un autre, que le magistrat est un citoyen qui a des droits fondamentaux et qui a droit à sa liberté d'expression notamment. Et donc, on s'est posé la question de savoir comment
réglementer déontologiquement, enfin, réguler déontologiquement l'usage des réseaux sociaux par les magistrats. Alors simplement, 3 indications. La première, le point de départ, ça a été une affaire assez retentissante. C'est important de passer par des exemples pour que vous compreniez. C'est l'affaire du tweet que tout le monde connaît, c'est-à-dire une affaire où à l'audience, on a 2 magistrats, un magistrat du parquet, un magistrat du siège, qui pendant l'audience tweetent sous des pseudonymes, mais en se moquant des parties civiles, des personnes qui témoignent, sachant que c'est une affaire sordide de viol, et qui font des commentaires physiques, et qui se moquent également de la présidente d'audience, etc., en se disant, c'est pas grave, on est sous pseudo, sauf qu'il faut toujours avoir en tête que dans les réseaux sociaux, certes, on est sous pseudo, mais si on dit qu'on a une audience, que ça concerne telle chose, c'est très facile d'identifier. Donc ça a été une difficulté. Parfois, ça a des effets positifs. On a eu un cas au Conseil supérieur de la magistrature où c'était une personne à l'audience qui avait tweeté et retweeté les propos d'un procureur qui a été sanctionné, qui avait des propos racistes, en considérant que les gens des voyages vivaient nécessairement de vols et d'infractions. Donc ça a permis le déclenchement de poursuites. Donc on a des vrais risques déontologiques. Le deuxième point, c'est le fait qu'en réalité, on a vu en pratique que les justiciables aujourd'hui googlisent systématiquement les magistrats et utilisent tout ce qu'ils trouvent sur Facebook, Twitter, LinkedIn comme élément pour discréditer le magistrat et essayer de faire pression, notamment en déposant des plaintes au Conseil supérieur de la magistrature, tout en sachant que ça ne marchera jamais, mais simplement pour déstabiliser le magistrat en espérant qu'il se récuse. Et on en a énormément. J'ai en souvenir un justiciable qui considérait qu'un magistrat était de petite vertu, alors je suis polie, tout simplement parce qu'elle avait posté une photo d'elle en bikini à la plage avec ses enfants. D'autres fois, le magistrat est complètement vendu aux politiques parce qu'on retrouve sur les copains d'avant une photo d'il y a 20 ans où il est avec un homme politique. Donc évidemment, ça pose difficulté. Ça, aujourd'hui, c'est assez balisé et on sait que le magistrat ne doit pas figurer en tant que magistrat et qu'il vaut mieux qu'il soit anonyme, mais surtout qu'il s'assure dans ses commentaires qu'il ne peut pas être identifié. Le deuxième point, c'est qu'on a aujourd'hui les juridictions qui veulent s'ouvrir, qui veulent communiquer et qui ont eux-mêmes leur compte Twitter et leur compte Facebook. Et là, il y a une véritable formation qu'il faut avoir à l'usage de ces réseaux sociaux. Et je vous donnerai juste un exemple et j'en finis là. On avait une juridiction où le magistrat se félicitait de l'organisation parfaite d'un procès compliqué. Et la manière dont c'était dit, c'était « je suis ravi, le jugement a été rendu » et ça pouvait donner l'impression que le président de juridiction était ravi de la condamnation, donc ce qui n'est pas le rôle du président de juridiction. Donc ça supposait véritablement une déontologie dans l'usage de ces outils de communication quand ils sont utilisés à titre institutionnel et puis un usage à titre personnel complètement revisité également, mais aujourd'hui on y est presque. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une question très importante et qui est particulièrement vue pour les magistrats qui sont dépositaires de l'autorité publique. Et d'ailleurs, il y a une affaire plus récente encore qui a défrayé la chronique aussi, où dans le cadre du cours sur ces questions-là à l'ENM, ont été donnés les tweets d'un magistrat en activité sans lui demander son autorisation et sans la prévenir, ce qui pose des difficultés au carré en quelque sorte. Et alors, donc les magistrats sont des hommes comme les autres, et les notaires aussi, apparemment, ils vont aussi sur les réseaux sociaux. Oui, mais je tenais surtout à intervenir pour dire que les notaires n'ont aucun problème avec les réseaux sociaux. Et je suis d'accord avec Soraya, évidemment, mais ça, c'est le principe de départ. Non, plus sérieusement, pour les notaires, la vraie difficulté sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisation des réseaux sociaux comme un moyen de communiquer, ce qui est possible, mais en revanche, il ne faut pas faire de la publicité. Et c'est là que ça devient parfois un peu compliqué. Donc, il y a un certain nombre de précautions qui doivent être prises, mais ce sont les mêmes que pour les avocats, c'est-à-dire que lorsqu'ils peuvent utiliser les réseaux sociaux pour dire qu'il y aura, par exemple, il y a un nouveau notaire associé qui entre à l'étude, ou pour éventuellement dire qu'ils vont diversifier leurs services en ouvrant un nouveau service, vente d'immeubles à construire. En revanche, ils n'ont pas le droit d'abord de se comparer à d'autres notaires en disant que leur étude est beaucoup plus moderne ou beaucoup plus sérieuse que d'autres confrères, mais ça, c'est quelque chose qui correspond également à ce qu'on exige des avocats. Et tu nuancerais. tu nuancerais. Donc, tu vois, finalement, les notaires
respectent en tout cas de manière beaucoup plus stricte que les avocats les principes notamment de confraternité, puisque c'est essentiellement ça, ou éventuellement des comparaisons qui sont purement subjectives, justement, qui ne doivent pas être faites sur les réseaux sociaux. Mais la vraie difficulté, c'est celle qu'on évoquait ce matin. Ce sont ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour exposer leur vie personnelle. Et très souvent, notamment sur LinkedIn ou autre, il y a souvent la profession qui intervient. On voit que c'est un notaire, je ne sais pas, à Périgueux, par exemple. Et lorsqu'ils mettent en avant une activité personnelle, artistique, eh bien, là aussi, c'est une appréciation au cas par cas. Encore faut-il que ça ne soit pas contraire aux principes déontologiques. Donc, ils peuvent évoquer, par exemple, le fait que ce soit des sportifs de haut niveau. Après, dire que ce sont des champions de poker, par exemple, est-ce qu'on est à la limite, justement, il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de dogme en la matière. Justement, la question des réseaux sociaux fait que les lignes bougent et que la frontière est parfois poreuse entre ce qui relève de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Mais ma conclusion, c'est que les notaires n'ont aucun problème avec les réseaux sociaux. On a envie. C'est bon, là, ça marche? Ouais. On voit sur les réseaux sociaux les avocats qui maintenant vont quand même assez loin, c'est-à-dire dès qu'ils vont plaider à Périgueux ou dès qu'ils vont plaider quelque part, immédiatement ils se prennent en photo devant, ils disent voilà, j'ai obtenu la libération. Comme par hasard, personne ne communique sur les défaites, hein, c'est-à-dire que ce jour, bon. Après, en plus, est-ce que c'est vrai? Je soupçonne que beaucoup s'inventent un peu, soient un peu mythomanes et s'inventent des vies bon, qui ne mènent pas. Et sur la comparaison, c'est qu'en ce moment, il y a une floraison de classement des avocats. Alors, dont beaucoup, il faut graisser la patte de celui qui fait le classement pour. Et donc, maintenant, tout le monde met, ben voilà, félicitations, je suis ravi parce que je suis déclaré le meilleur avocat de l'année, best lawyer, etc. Et donc, et c'est quand même un peu une comparaison par rapport aux autres, parce que cruellement, le classement est bien sûr photographié pour montrer que les concurrents, ils ne sont pas forcément, parce que bon. Alors après, sur les réseaux sociaux, je voulais aussi, du côté des universitaires, vous faire part d'une situation qui m'est arrivée récemment, et peut-être d'ailleurs que le collègue nous écoutera à distance et verra qu'on l'a repéré. J'organise une réunion avec les profs, donc on parle très très librement avec les profs, et le contenu intégral de notre réunion figure sur un compte anonyme sur les réseaux sociaux, et en pouvant par un détail repérer dans quelle faculté il s'agit. Et la question s'est posée de savoir ce qu'on faisait. Préférer ne rien dire en faisant comprendre quand même aux collègues, et je pense qu'il l'a compris, qu'on l'avait repéré. Mais d'un côté de déontologie, là, vous voyez, on est en plein au cœur de notre sujet universitaire. Et, ça me paraissait, surtout que le compte était anonyme, mais pas de chance, par un détail, on a fini par savoir qui c'était. Non, il n'a pas signé. Et c'est un camarade de mon fils qui, à la maternelle, avait mis la maîtresse est une conne et il avait signé Pierre emballé. Donc ça, vous voyez, comment on réagit par rapport à ça? Je mets des questions et je me demande si c'était quand même pas une faute. Bon. Voilà. Et vous savez qu'on a une liberté de ton dans les réunions qui est telle qu'on n'a pas envie que ça se retrouve. Voilà, c'était pas enregistré, c'était pas fait pour être sur les réseaux sociaux. Le message. Collègue, si tu nous entends. Et Pierre, on sait qui tu es aussi, puisque tu as signé. Alors, attends, juste avant de passer la parole, je remarque quand même que c'est vraiment un classique, hein, cette question des activités artistiques, parce que je me rappelle que chez les avocats, il y a quelques années, une avocate qui jouait de la guitare dans le métro avait été, peut-être pas radiée, mais en tout cas sanctionnée pour atteinte au droit, pour atteinte à l'honneur de la profession. Oui, donc c'est vraiment un classique, effectivement. Alors là, j'avais trouvé ça un peu fort, hein, mais évidemment, les réseaux sociaux multiplient les risques. Et je passe la parole à Vincent qui veut rebondir. Je voulais juste rebondir sur la question de, comment on dit ça en français, le rating, là, les notations des professions, parce que je crois qu'il y a une vraie différence, je ne sais pas comment l'appeler, culturelle entre le Canada et l'Europe, dans le sens où on a des rate my teacher, rate my professor, rate my MD, toutes les professions sont ratées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une décision du commissariat à la vie privée au Canada qui légalise les manières de faire. Et on dit, oui, ça
ça fait partie de la liberté d'expression d'utiliser des données personnelles, genre Mustapha Mekki, prof à Paris 1. Ça fait partie de la liberté d'expression que de le noter. C'est différent quand on a des propos qui sont erronés, qui sont discriminants ou autres, mais le simple fait de dire c'est un bon prof, c'est un mauvais prof, fait partie est protégé par la liberté d'expression. Ce qui posait problème avec un site de notation de dentiste, où une dentiste était plein. C'était plein parce qu'elle avait été mal évaluée. C'était que le site en question demandait un paiement pour retirer le contenu. Et ça a été jugé problématique et contraire à la loi sur la vie privée, mais sinon, le seul fait de dire ce médecin, ce dentiste est bon et généralement n'est pas bon, est considéré comme étant autorisé, notamment par les lois sur la protection de la vie privée. Je dis ça parce qu'en 2009, au Canada, en France, il y avait eu un site Not2Be, c'est ça, qui était un site on ne pouvait pas mettre de commentaires, on pouvait dire, mais qui 18 sur 20, etc. Mais, seulement mais on pouvait pas mettre de commentaires, on pouvait simplement mettre une note de 1 à 20. Et ce site a été fermé suite à une unanimité du ministère de l'Éducation, de la CNIL, des syndicats de professeurs, des différents membres du gouvernement qui sont intervenus là-dessus. Le site, en fait, n'a pas été fermé, mais il n'y avait plus aucune raison d'être parce qu'on ne pouvait plus utiliser le nom, prénom, association à université. Donc, je crois qu'il y a une vraie, dans l'équilibrage entre liberté d'expression et vie privée, il y a une vraie différence culturelle sur la mesure de cet équilibre. En tout cas, dans le cadre d'une approche comparée France-Québec, qui fait partie du Canada, sur certains aspects de droit aussi. Je voulais juste souligner ce point. Après, juste comme je passe le bâton, j'en profite pour dire qu'en France, on a un site dont je ne ferai pas la publicité, mais qui contient toutes les plaintes des justiciables sur les décisions de justice des magistrats. Et tu connais peut-être, et donc on a tout, c'est-à-dire que chacun dit, moi le juge m'a dit ceci, et voilà son jugement, et voilà comment il s'est comporté, etc. Et c'est jamais sanctionné, c'est systématiquement repris, on a les noms des magistrats et les passages des décisions de justice. Et je crois qu'à peu près tous les magistrats s'y retrouvent, donc finalement ça dilue les choses, ça devient quasiment louche de ne pas figurer sur ce site-là. Puisque je tiens le bâton moi aussi. Il ne retournera pas à toi, mon cher. Peut-être pour rebondir là, sur ta première intervention au niveau de l'utilisation de Twitter et des réseaux sociaux par les juges. Bon, au Canada, à ma connaissance, il n'y a pas eu de question de juges qui ont tenté de tweeter en salle d'audience. En fait, c'est plutôt comment on contrôle les journalistes qui tweetent en salle d'audience. Là, il y a une certaine jurisprudence, une certaine doctrine également. Mais la question qui a été soulevée par différents tribunaux au Canada, c'est les amis Facebook. Lorsqu'un juge est ami avec un avocat sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut prétendre ou qu'est-ce qu'on peut insinuer d'une telle amitié? Et étrangement, on a considéré qu'il y avait une apparence de conflit d'intérêts alors que la grande majorité de la jurisprudence sur l'utilisation de Facebook ou en fait le fait d'être ami Facebook, donc la jurisprudence évidemment rendue par ces mêmes tribunaux sur des situations autres, est à l'effet qu'on ne peut présumer de rien d'une amitié Facebook. Et donc, on impose à la magistrature un fardeau plus élevé qu'aux citoyens. Juste pour répondre exactement là-dessus, la Cour de cassation française a considéré qu'être ami sur Facebook ne posait pas de problème de partialité parce que justement, ce n'est pas une notion d'amitié comme dans le monde réel. Donc, moi, je voulais rebondir en arrière un peu parce que ça m'a intéressé beaucoup les présentations concernant les plateformes et les réseaux sociaux. En ce qui concerne le conseiller financier, c'est un environnement très dangereux parce que présentement, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui sont sur Internet ne sont pas nécessairement des vrais conseillers financiers inscrits légalement et qui pratiquent dans la légalité. Donc, et beaucoup de plateformes utilisent des influenceurs présentement pour pouvoir vendre leurs produits.
Donc, je suis allée un peu pour découvrir quelques plateformes et on rentre dans ces plateformes. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont situés, on ne sait pas qui ils sont. Je m'en vais dans le contact pour voir dans quel pays ils sont situés. Ils vendent des produits. Les gens, surtout les jeunes, sont attirés par les produits de Bitcoin, les produits de placement sur Internet. Donc, c'est un peu dangereux de se trouver dans un monde un peu virtuel où tout le monde joue à la bourse sans savoir sur quelle plateforme, avec qui ils jouent, puis qu'est-ce qu'ils achètent et tout. Donc, ça, c'est un phénomène un peu dangereux. Donc, c'est autre chose que les avocats et les notaires. C'est vraiment un monde très, très risqué présentement. Alors, deux petites remarques d'abord. La première, c'est que s'il y a un risque de conflit d'intérêts quand on est en lien avec les gens sur un réseau social, Mustapha a des problèmes avec ses 72 000 amis. Bon. C'est trop de toute façon. Deuxième problème, c'est qu'en vous écoutant, je me demandais, parce que vous êtes plusieurs à avoir parlé des notations des avocats qui sont plus ou moins bidons, mais dont on sait qu'il y en a certaines où effectivement on monnaie ça. Et je me demande si en soi, ce n'est pas le fait de mettre en ligne quelque chose qui nous présente comme le meilleur ou l'un des meilleurs de sa profession, alors qu'en réalité, on a simplement payé quelque chose. Ce n'est pas en soi une atteinte à la déontologie. Alors je doute que l'ordre veuille s'en saisir, mais bon, il y a une vraie question. Mais de manière plus générale, je voulais... Ouais, oui. Je voulais rebondir de manière plus générale sur une question qui est sur cette histoire des avocats qui ne sont pas très techno. Alors, c'est un peu Vincent qui a voulu être outrancier, comme il l'a dit lui-même. Mais je suis quand même étonné parce que la présentation qui ressort globalement, c'est, si je comprends bien, que les avocats ne sont pas très techno, alors que les notaires sont très techno. Ce n'est pas tellement l'idée que j'avais. Il me semble quand même qu'il y a une dimension, comment dirais-je, marchande qui est présente dans les deux, mais qui est beaucoup plus forte chez les avocats que chez les notaires, qui sont quand même des officiers ministériels, qui ont quand même beaucoup d'interdictions. Il me semble qu'il y a des freins qui existent chez les notaires, qui n'existent pas chez les avocats, comme le problème de la sécurité que tu as évoqué. Les avocats de longue date, ils ont des sites internet, ils ont le RPVA, ils ont des logiciels de gestion du cabinet, ils sont présents sur les réseaux sociaux, j'en vois plein, hein. Donc, j'étais un petit peu étonné de cette idée que j'ai compris les raisons que tu évoquais, mais j'étais un peu étonné que les avocats ne soient pas très techno. Alors, vraiment, les avocats ne sont pas très techno? Oui. C'est juste quand on évoque ça, c'est pas qu'ils ne sont pas très techno. Ils utilisent beaucoup d'outils numériques, mais ce ne sont pas eux qui les ont créés. C'est la petite différence avec les notaires, c'est que les notaires ont créé leurs propres outils permettant de faire évoluer leurs propres pratiques, notamment la question de l'authenticité qui a pu justement, grâce aux outils numériques, être dématérialisée. Ils ont travaillé pour dématérialiser également l'ensemble des plateformes, notamment le MICEN sur lequel on dépose les actes électroniques, ou encore le fichier immobilier. Ils commencent à travailler sur la dématérialisation de tous les fichiers pour qu'ils soient connectés. Mais c'est parce que ce sont eux qui sont à l'initiative de certaines créations. En revanche, ils sont tout aussi ou aussi peu éventuellement techno que les avocats. Les avocats, les RPVA ou autres, ne sont pas des instruments qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est surtout ça. Enfin, c'est mon avis. Mais Soraya, attends, je te donne. Ils ont eux-mêmes créé, ce n'est pas les notaires eux-mêmes qui ont créé les logiciels permettant l'acte. Ils sont à l'initiative. Les notaires sont à l'initiative d'innovation technologique. Ils peuvent se permettre, parce qu'ils en ont les moyens et parce qu'ils investissent lourdement, et Mustapha disait très bien, c'est le cas des greffiers des tribunaux de commerce également en France. Ce sont eux qui ont développé le plus la visioconférence et ce genre de choses. Les avocats n'ont pas mis les moyens, d'abord ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, ils n'ont pas mis les moyens pour être proactifs et développer des outils professionnels. Le RPVA, il a été développé, il est développé en relation avec le ministère et les avocats n'utilisent pas le RPVA. Quand on pose la question à beaucoup d'avocats, ils ne savent pas comment ça fonctionne parce qu'en fait c'est la secrétaire qui gère tout avec le RPVA. Donc voilà, ils n'ont pas véritablement… RPVA pour nos Québécois. C'est le réseau privé virtuel avocat, qui est la plateforme qui permet de communiquer électroniquement avec la juridiction et les avocats sont obligés de passer par ce réseau. Mais il y a énormément de questions et en procédure, toutes les règles de procédure civile sont bousculées par des problèmes numériques et en fait le numérique réécrit totalement la procédure civile avec des sanctions
comme l'irrecevabilité, parce qu'on n'a pas utilisé le bon onglet ou parce qu'on s'est trompé d'interface. Et ça, ils sont pas maîtres de ça, donc ils le subissent beaucoup. Et on a et puis dernière chose, les avocats qui vraiment le maîtrisent bien, etc., ça suppose aussi des moyens financiers. Parce que si on revient aux algorithmes, Laurent le dirait mieux que moi, les avocats qui utilisent des algorithmes, notamment pour essayer d'isoler quels sont les motifs qui ont amené la juridiction à décider telle ou telle chose, ça suppose des abonnements qui sont quand même extrêmement coûteux. Donc finalement, c'est vrai que mécaniquement, il y a moins un usage du numérique que chez les notaires. Puis j'ajouterais que, bon, c'est indéniable que les notaires ont pris le virage numérique avant les avocats au Québec. L'histoire le démontre. Par contre, il faut aussi éviter de mettre tous les avocats dans le même bateau. Hein. On se concentre souvent, et je l'ai moi-même fait dans la présentation, on se concentre surtout sur les avocats en litige lorsqu'on parle du retard en matière technologique. Puis encore une fois, nécessairement, le barreau porte une part du blanc, mais les tribunaux, le ministère de la Justice porte une part beaucoup plus importante. Alors que si on regarde les avocats corporatifs, bien eux ont pris le virage technologique plus tôt et utilisent beaucoup plus d'outils technologiques que les gens en litige. Peut-être juste une dernière remarque, on peut faire comme le parallèle entre ceux qui développent énormément la technologie et ceux qui ont un monopole qui est un peu contesté. Et donc, quand on a un monopole un peu contesté, on se dit qu'on a quand même intérêt à développer des outils technologiques au cas où le monopole disparaisse pour pouvoir justement conserver une longueur d'avance par rapport aux autres professions du droit. Soraya et moi, on va garder le micro entre nous, ça ne vous dérange pas. Il y a cette dimension-là, je me demande s'il n'y a pas aussi une autre dimension de concurrence, parce que les avocats, ils ont des moyens financiers importants quand même, mais je pense qu'il y a une différence aussi, c'est que je parle sous votre contrôle, mais c'est que les notaires, la concurrence intranotaire, elle est moins forte, elle existe, mais elle est moins forte, de telle sorte que les notaires se disent facilement, j'imagine, qu'en développant un outil informatique utile, ça va profiter à tout le monde. Alors que les avocats, ils sont plus dans une concurrence entre eux, et du coup, ils sont peut-être moins enclins à œuvrer pour l'intérêt général, j'imagine. Vincent, je pense que tu voulais réagir. On n'a fait que pas assez. Mais... C'est effectivement avant tout une question plus économique que... C'est surtout une question économique et il y a une grosse différence entre les petites structures et les grosses structures. Évidemment, les gros bureaux d'avocats ont des outils, ont des responsables de la gestion de l'information numérique dans leur structure et eux, ils l'utilisent au jour le jour, là, ces technologies-là. Je voudrais faire peut-être une distinction que je voulais mentionner, là j'en profite, mais parce qu'effectivement, moi j'avais un certain prosélytisme. Moi j'ai un prosélytisme vis-à-vis des vieilles technologies. Je veux dire, le dépôt d'ailleurs qui ne relève pas du barreau, mais plus des tribunaux, tu as raison. Ça m'apparaît mais inconcevable qu'on ne puisse pas faire un dépôt numérique auprès des tribunaux. Que les avocats ne puissent pas déposer dans tous les tribunaux des dépôts numériques. Les avantages sont tellement considérables par rapport aux inconvénients. Mais moi aussi, j'ai un certain scepticisme vis-à-vis des outils de seconde génération ou troisième génération, notamment avec l'IA, où on joue un peu, à bien des égards, à l'apprenti sorcier, sans connaître les tenants aboutissants de ces éléments-là, avec des coûts souvent assez pharaoniques et des avantages parfois assez distants. Donc, allons-y au moins avec les techniques de chiffrement, certaines techniques de chiffrement, c'est les années 75. C'est des vieilles technologies maîtrisées. Certaines sont gratuites. Les gratuites ne sont pas très user-friendly, je ne sais pas comment on dit ça en français, elles ne sont pas très accessibles. Mais justement, je pense que le barreau, notamment, pourrait avoir un rôle assez proactif pour plus que recommander l'usage de ces technologies de première génération. Je vais peut-être rebondir en passant, pardon, je rebondirai tantôt. Merci. Je ne sais pas pour dire tous les avocats, mais quand on regarde les professions générales, est-ce qu'on peut dire que les avocats sont moins innovateurs, moins techno que d'autres professions? Ça, ou est-ce que cette discussion, si notre profession est plus techno, moins, est-ce qu'on trouve ça dans d'autres professions? Oui. Pour moi, c'est pas mal clair quand on passe à d'autres professions, qu'il y a toujours ceux qui disent oh, oui, nous sommes derrière. Mais en regardant les avocats qui accompagnent l'adoption de technologies numériques il y a longtemps, on voit que les avocats sont pas mal fréquents à l'avant-garde de l'adoption de nouvelles technologies. Nous sommes une partie prolétariat de l'information.
Et vous pouvez trouver dans plusieurs startups, il y a plein d'avocats qui sont là exactement à partager l'innovation et plusieurs technologies. Alors, il y a aussi, je sais que je viens d'une base juridique un peu différente, mais quand je suis venu ici pour le doctorat en 2013, il y avait longtemps que j'avais déposé un procès en papier, vous savez. Quand je suis venu ici, je trouvais ça très étrange que tous les procédures étaient en papier. Et je suis content au moins que les choses ont changé pas mal à cause de la pandémie. Les gens ont s'aperçu que c'était pas mal plus facile que les gens pensaient. Peut-être préciser que tu as pratiqué au Brésil pendant plusieurs années. Exactement. Avant, et j'ai amené Nicolas au Brésil une fois, juste pour lui montrer. Il était un peu surpris de voir que des millions de procès sans papier qui étaient longtemps, il y avait des équipes énormes dans les tribunaux et la formation massive dans la technologie. Mais oui, il va y avoir toujours des gens qui sont derrière le sujet, même hier, si on parle du Brésil qui a adopté il y a longtemps des technologies numériques pour ça, même hier, dans le cours, dans l'audience, l'audience a été suspendue parce qu'une des parties qui était dans la transmission en ligne est allée aux toilettes, il a laissé, avec son notebook, il a laissé la caméra ouverte en même temps, un angle que c'était pas si bon. Alors, mais oui, on va toujours avoir des problèmes. Alors, et on va toujours être en retard, mais si on pense comme on a déjà adopté tellement rapidement des choses où on était il y a 2 ans, il y a 5 ans, 10 ans, je vous dis qu'en regardant les autres professions, je pense qu'on n'est pas si mal. Au moins. C'était le scénario, juste cette anecdote, c'était un peu le scénario de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, je pense, où il sort de la pièce. Mais à l'époque, c'était juste avec le micro. La technologie a évolué depuis. Ce n'est pas concernant les conseillers financiers, mais concernant les notaires. Je trouve que je suis d'accord avec Moustapha que oui, le notaire, même au Québec, ayant travaillé un peu avec la Chambre des notaires sur certains projets, ils ont pris le virage numérique très rapidement. Donc, l'acte notarié à distance vraiment est approuvé, il est appliqué, il est encouragé. Puis quand on s'en va sur leur site, un professionnel numérique, donc, vraiment, le notaire a pris le virage beaucoup plus rapidement, à mon avis, d'après ce que j'ai vu dans les recherches, que les avocats, peut-être parce qu'il y a moins aussi de nombre de notaires, mais c'est vraiment ce portrait-là qui se présente pour moi. Mais ça dépend aussi des notaires. Comme moi, ma notaire à moi, elle ne voulait pas que je signe le contrat à distance. Donc, elle voulait me voir avec mon frère et tout. Donc, on s'est déplacé et on a signé. Donc, ça dépend aussi de l'acceptabilité des notaires d'agir en mode numérique ou pas. Mais la Chambre a pris vraiment le virage numérique là-dedans. Donc, voilà. On peut rebondir. Non, je pense qu'on n'a pas dit encore du bien des notaires. Si. Non, c'est pas bien les notaires, c'est juste la réalité. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est juste pour dire que ce que disait Soraya, elle avait raison, mais c'est qu'on a, non, mais il y a un corps qui est très, très homogène. C'est une profession qui est très homogène et qui est très hiérarchisée avec pas mal d'instances, et puis une profession qui est également dans l'activité qu'elle est leur, qui est assez homogène aussi, les officiers publics et ministériels. Donc, tout ça fait qu'ils sont moins nombreux également que les avocats. Il y a peut-être moins de conflits ou compétitions internes, ne serait-ce qu'entre éventuellement même les instances. Donc, on est dans une réalité professionnelle qui est tout à fait différente. Maintenant, les notaires s'interrogent quand même sur les actes à distance. Beaucoup ne sont pas favorables, considérant que ce qui fait l'essence du notaire, c'est d'être aussi le témoin privilégié, celui qui est physiquement présent. Donc, ça suppose une adaptation pour que les règles traditionnelles d'ordre déontologique ne soient pas balayées par l'intérêt technique et économique de l'outil numérique. Et c'est la raison pour laquelle ils réfléchissent beaucoup et c'est pour ça que votre notaire le fait, ce n'est pas une mauvaise chose, de vous voir en amont et de voir les personnes en amont, de discuter en amont, d'expliquer en amont, et que la dernière phase, le dernier maillon de la chaîne soit une signature à distance, ce n'est pas très grave. Mais il y a tout un travail au début qui consiste justement à vérifier les choses, à créer du lien et à voir le client. Le fait qu'il y ait de la technologie ne doit pas
exclure cette partie. Et c'est justement cette réflexion aujourd'hui, comment vivre avec le numérique, mais pas au détriment du client et pas au détriment de ce qui fait l'essence de la profession. Alors, parmi les nombreuses autres questions que m'ont suggéré vos interventions, il y a aussi une autre chose que je trouve assez remarquable dans les différentes interventions, c'est Laurent, par exemple, lorsqu'il présentait les avocats, faisait remarquer que les avocats se laissaient facilement emporter par leur passion et dépasser les limites de la déontologie sur les réseaux sociaux, ce qui faisait écho à ce que tu disais sur les conseillers financiers qui ne sont pas vraiment des conseillers financiers, mais sur Internet, en quelque sorte, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de problème, ce qui, au fond, fait d'ailleurs aussi pas mal écho au caractère très assoupli des règles judiciaires dès lors qu'on passe sur des plateformes en ligne. Hein. Et je me demande ce qui explique ça, ce qui explique ce sentiment. Alors, je me demande si ce n'est pas parce qu'au fond, tout le monde a, vous allez voir le lien, tout le monde n'a pas l'impression qu'on se retrouve sur le metaverse, en quelque sorte. On n'est plus, on est sur les réseaux sociaux, on n'est plus dans le monde réel, donc on peut insulter son confrère, on peut ne pas appliquer les règles ordinaires de la justice, on peut, même si on n'a pas le bon diplôme, se présenter comme conseiller financier. Est-ce qu'il n'y a pas, de manière générale, au-delà des métaverses au sens le plus strict, au fond, cette impression générale qu'on est dans un univers virtuel autre quand on est sur Internet, ce qui évidemment me paraît par ailleurs complètement faux. Je ne sais pas si quelqu'un voulait répondre à cette question. Bon. Non. Une conférence justement hier sur une thématique similaire, puis ça me rappelle la fameuse déclaration d'indépendance de l'Internet de 1997 où on disait, voilà, Internet est une zone distincte et bon, l'argument a depuis été abandonné, puis on sait qu'Internet évidemment est soumis, mais au cadre législatif que l'on connaît dans les différents pays. Mais il reste que cette croyance dans l'esprit de bien des gens persiste et j'aime beaucoup revenir et souvent revenir à Walter Hong, qui est un linguiste ou un anthropologue qui a écrit Literacy and Orality, qui explique que on maîtrise les incidences d'une technologie seulement lorsqu'on migre vers la prochaine. Et donc, ce n'est qu'avec l'avènement d'Internet qu'on commence finalement à comprendre les incidences du papier sur notre façon de voir les choses. Et on n'a pas encore ce recul pour Internet. Donc, c'est une chose de dire que oui, les lois s'appliquent sur Internet, puis on devrait agir de la même façon, puis une diffamation en ligne, c'est la même chose qu'une diffamation dans les médias traditionnels. Mais c'est tout autre chose de comprendre réellement ce que ça implique. Puis encore une fois, il faut se donner le recul que seule l'histoire peut nous fournir et c'est un luxe que nous, juristes, malheureusement, on ne possède pas. Peut-être juste, c'est vrai que ça change pas mal les choses. Pour poursuivre, sont les plateformes de résolution en ligne des différends qui ont amené à se poser la question de savoir ce que fait le procès et à quoi sert le procès. Quand on a mis en place des plateformes et qu'on s'est rendu compte que finalement on entrait une requête et on avait une proposition de solution, on s'est rendu compte que c'était une négation même de l'idée de procès. Parce que le procès, c'est l'institution d'un doute avec au bout une décision. Et ça suppose du contradictoire, ça suppose une évolution, ça suppose du temps, ça suppose un process. Et là, ça change véritablement la conception que l'on a de ce qu'on le recherche, d'où le passage de la décision à la solution. Donc, c'est vrai que ça bouleverse quand même pas mal les choses. Et notamment, toujours sur les plateformes, ça pose vraiment la question du statut de ce tiers intervenant qui souvent n'est pas très clairement identifié. On a du mal à savoir, et on revient sur de la déontologie, on a du mal à savoir si c'est un juge privé, si c'est un arbitre, est-ce que c'est un conciliateur, un médiateur, il donne un avis mais dont le positionnement n'est pas toujours très clair, et même lorsqu'il est clair pour l'émetteur, il ne l'est pas toujours pour celui qui le reçoit. Donc ça amène véritablement à se reposer des questions essentielles hors plateforme, et notamment la distinction, qui n'est pas claire même dans un procès classique, entre ce que c'est qu'un médiateur et ce que c'est qu'un arbitre, par exemple. Je sais pas, j'envoie de quel côté? Rapidement, en fait, ce que tu dis sur Aya, c'est un principe qui est vieux comme le web, qui s'appelle l'équivalence fonctionnelle. C'est que le numérique est une super opportunité de repenser les fonctions initiales
d'un processus, d'un état de fait, et de voir quelles garanties on peut offrir pour remplir justement ces fonctions qui sont réidentifiées. Donc, il y a une nécessité de mieux les identifier. Je veux juste signaler à M. le Président qu'il y a une sorte de questions en ligne qu'on pourra considérer quand vous considérez que ce soit pertinent aussi. 5 ou 6. J'en vois 13. Je ne sais pas si j'en vois Laurent Gamet. Peut-être pour répondre directement à ta question, Bernard, sur le monde parallèle, même de façon plus générale, il faut bien préciser quand même que dans les fonctions dont nous parlons, c'est-à-dire les professions réglementées comme celles de fonctionnaires, c'est un état professionnel et qui dépasse le temps du travail. Et donc, quand on est fonctionnaire et si on se comporte mal dans sa vie privée, par exemple, on se bat à la sortie d'un bar, c'est une faute. On manque à son état de fonctionnaire. De même que si vous êtes avocat et dans votre vie privée, vous commettez des violences sexuelles, vous êtes passible d'une sanction disciplinaire par l'ordre. On est avocat, on est magistrat, on est notaire durant son travail, mais au-delà. C'est ce qu'on appelle l'état professionnel des personnes. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai, on parlait des juristes, par exemple, qui ne sont pas dans cette profession réglementée, qui ne sont pas fonctionnaires, encore que, et je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais en France, on a la notion de trouble objectif caractérisé. C'est-à-dire que quand, par votre vie personnelle, vous commettez quelque chose qui crée un trouble dans l'entreprise qui vous emploie, et par exemple sur les réseaux sociaux, quand vous vous êtes identifié comme membre d'une entreprise, ça peut justifier votre licenciement. Exemple, il y a une entreprise qui s'appelle le Slip Français. Ils vendent des slips à 80 €. Apparemment, ils arrivent à en vendre. Et cette entreprise, il y a une salariée qui s'identifie comme telle sur Instagram, comme quoi elle est cadre commercial au Slip Français, et elle diffuse une vidéo qui a un caractère raciste évident. Immédiatement, il y a une campagne de boycott qui est menée en disant n'achetez plus le Slip Français, etc., qui est un peu en panique face à cette situation et qui licencie la personne, à juste titre. C'est-à-dire qu'il y a un trouble objectif caractérisé parce elle s'était identifiée comme salariée du Slip Français, elle a créé un trouble objectif qui a justifié aussi. Et donc, on voit que cet état professionnel, notamment par les réseaux sociaux, en indiquant sa qualité professionnelle hors anonymat, conduit un peu aussi à appliquer au secteur privé ce qui relève plus du secteur public ou des professions réglementées. Et puis, aussi pour les avocats, c'est des mondes parallèles, je signale simplement que dans le règlement intérieur du national des barreaux, on oblige celui qui est avocat à toujours communiquer sur les réseaux sociaux en indiquant son vrai prénom, son vrai nom et sa qualité d'avocat. C'est-à-dire qu'il est interdit pour un avocat de communiquer sur les réseaux sociaux de façon cachée. Même sur une thématique qui n'a rien à voir. Même sur une thématique, la communication doit être ouverte sur le fait qu'il est avocat et il doit indiquer son nom et son prénom. Alors, je ne dis pas que le droit s'applique effectivement du droit, mais en tout cas, et même il est indiqué dans le règlement du barreau, ce qui me paraît tout à fait difficile à appliquer, c'est que chaque communication doit être envoyée à l'ordre des avocats. Donc on n'imagine pas envoyer chaque tweet. Mais c'est pourtant marqué noir sur blanc. Vous avez mentionné Metaverse. Ouais, Alors, oui, je suis d'accord avec Nicolas, comme toujours, sur la question qu'on a besoin d'un recul pour voir qu'est-ce qui se passe avec les technologies, qu'on avance ça. Par exemple, je suis très bien capable maintenant de parler de Facebook. Maintenant, je ne regarde plus jamais. Maintenant, je suis prêt. Et même d'autres réseaux sociaux, on discute maintenant des réseaux sociaux, mais au passé, il n'y a pas longtemps, on discutait des sites web, des bureaux, des sites web, des cours et tout ça, mais c'est devenu si normal, si courant qu'on ne trouve même pas le besoin de le faire. Et moi, par exemple, maintenant, ça me dérange moins penser aux réseaux sociaux parce que ma tête est un peu plus sur le serveur Discord maintenant qu'avec les centaines d'avocats que j'ai fait partie, que je sais que ce n'est pas la normalité de la plupart des personnes. Okay, parce que ces avocats, ces juristes sont là-bas à discuter, oui, métaverse,
les maudits NFT, et aussi les blockchains et ces applications-là que les gens ont beaucoup d'espoir de trouver une solution qui puisse utiliser. Mais si même l'idée, quand j'ai mentionné que nous sommes dans des métavers, c'est parce que c'est pas qu'on a plus de moments d'entrée dans l'Internet qu'on avait avant. Ah, OK, je vais entrer dans l'Internet, je vais regarder mon courriel. Non, on est supposé tous savoir nos courriels à le même jour, à la même heure. Et on ne va pas dire, ah, vas-tu regarder ton courriel? Oui, combien de fois tu vas regarder par semaine ton courriel? Non, ton courriel arrive tout le temps avec l'ordinateur que tu as toujours avec toi. Et dans ces termes, pour parler du manifeste qu'on a eu, notre manifeste, c'est le manifeste Cyborg d'Han Haraway, qui met en plusieurs termes. Nous sommes déjà des cyborgs, même qu'il y a des connexions avec un peu moins de statique cyberpunk dans ce terme, mais des liaisons plus faibles, mais quand même très puissantes. Alors, oui, je crois qu'on a besoin du recul parce qu'on est plongé là-dedans, mais on s'aperçoit qu'on passe d'une chose à l'autre et que ce recul est pas mal instantané des fois. Eh bien, peut-être qu'il est temps de clore notre colloque. Est-ce que quelqu'un... C'est moi qui dois dire quelques mots de conclusion ou quelqu'un... Alors, mais très, très rapidement, dans ce cas-là, je vais d'abord remercier tous les participants à ces 3 tables rondes. Je pense que c'était on a essayé d'innover en raccourcissant les interventions à titre principal pour ensuite engager la discussion. Et je pense que ça a été plutôt bien apprécié puisqu'on a encore 43 personnes présentes à cette heure-là à distance. Et puis, toutes les personnes qui étaient là ce matin sont encore là. Donc, vraiment, merci parce que on se met davantage en danger et puis on est plus dans le... C'est vrai que c'est moins confortable, mais c'est beaucoup plus enrichissant. Donc, je trouve ça exceptionnel. Je remercie également Lady, qui est, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais c'est celui qui vérifie que tout fonctionne. Il est doctorant, qui finira bientôt sa thèse, et justement, il a fait un gros travail en amont. Il a maintenu le lien avec l'ensemble d'entre nous, et puis là, toute la journée, il a veillé à ce que tout ça fonctionne correctement. Et je pense qu'on a passé une belle journée de réflexion. Je suis impatient de la prochaine. Donc, on n'a pas encore discuté du thème, mais nécessairement, pour l'année prochaine, je pense qu'avec le CRDP et le nouveau directeur, on aura l'occasion de continuer à travailler avec Kirda, puisque historiquement, c'était avec Kirda et ça continuera donc avec Kirda. Et moi, de mon côté, s'il y a d'autres événements qui touchent au notariat, je serais très heureux que l'INFN soit également, encore une fois, associé. Et puis remercier le 7KC, mais là, il peut y avoir plusieurs vies au sein du CRDP. Vous avez l'embarras du choix avec l'ensemble des universités qui sont intervenues. Donc, merci infiniment à tous. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures.